mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de la Semaine en Images, nous nous retrouvons une fois de plus pour notre magazine Semaine en Images. Et pour ce dimanche, nous avons ici Madame Cynthia Koudoura, qui n'est en tout cas pour plus à présenter. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est juriste de formation. Absolument. Et Cynthia Koudoura est secrétaire générale adjointe du Front pour l'intégration sociale et FIS, un parti politique en tout cas qui est ancré dans le cas du changement, dans le cas de l'alternance. Cynthia, ça fait quand même depuis longtemps qu'on ne vous voit pas dans les médias, oui. Et vous avez déserté même le plateau de la Semaine d'Image. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, on coordonne d'autres choses en même temps, et puis il y a des raisons personnelles, mais je suis là, j'ai toujours été là, donc me voici, hein, je suis de retour. Voilà, vous étiez une héroïne dans l'ombre depuis un temps, et aujourd'hui, vous décidez en tout cas de reprendre votre place dans l'échiquier politique. Bon, en tant que dame, qu'est-ce qui vous inspire le fait qu'on ait moins de femmes, par exemple, candidates aux différents scrutins? Je ne sais pas, peut-être que les femmes n'osent pas, je n'en sais rien. Généralement, les femmes, elles disparaissent après le cursus universitaire, alors que nous sommes formés par les mêmes universités que les hommes. Donc, je n'en sais rien. En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours eu des ambitions. Je suis une femme de caractère, j'ai des rêves. Oui, ça se remarque. Voici, j'ai des rêves et donc je me bats tout simplement pour réaliser mes rêves et monter le plus loin. Et voilà, pour dire que la femme, c'est pas seulement faire le ménage. Absolument. La femme aussi peut devenir présidente de la République. Pourquoi pas? Faire, absolument, voilà. Absolument. Bon, nous allons maintenant rentrer dans notre actualité de la semaine. Il s'agit du processus électoral. Et on a, par exemple, connu en début de semaine une déclaration de l'opposition qui réagissait au fait que le président Kabila a en tout cas donné des garanties qu'il ne sera pas candidat. Et il a même désigné un dauphin en la personne d'Emmanuel Ramazani Chadari. On va suivre cette déclaration de l'opposition qui a été lue par Mme Eva Zaïba, secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo, MLC. Suivant. L'opposition félicite chaleureusement tous les Congolais de l'intérieur et de la diaspora qui se sont courageusement et activement impliqués dans les combats pour le respect de la Constitution et l'avènement d'un nouveau leadership en République démocratique du Congo. Elle salue avec le plus grand respect la mémoire des compatriotes qui ont perdu leur vie sur le front de la défense des valeurs républicaines et démocratiques. L'opposition réaffirme son engagement indéfectible au processus électoral en cours et rappelle avec insistance qu'en plus du respect de l'article 70 de la Constitution, l'inclusivité des élections, la mise en œuvre intégrale des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, la solution des questions liées à la sécurité à l'est du pays, au Kasaï et au Katanga, ainsi que la sécurisation de l'ensemble du processus électoral sont indispensables pour un environnement institutionnel et politique favorable à la tenue d'élections paisibles et fiables. Par conséquent, l'opposition condamne fermement la décision prise par le gouvernement congolais d'interdire d'autorité à M. Moïse Katumbi Chapwe de rentrer en RDC, le contraignant ainsi à l'exil et l'empêcha de se faire de déposer sa candidature à l'élection présidentielle, le retrait de la machine à voter par la Commission électorale nationale indépendante, exige le nettoyage du fichier électoral pour y extirper les enrôlés présumés fictifs estimés par les groupes d'experts de l'OIF à 10 millions sur 40 millions 24 897 enrôlés. Et met en garde le pouvoir contre toute velléité d'instrumentalisation de la CENI et de la Cour constitutionnelle pour invalider les candidatures des opposants, notamment le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, par des interprétations des lois et des analogies juridiques inacceptables. Oui, Cynthia, au cours de cette déclaration, dans cette déclaration, l'opposition, rejette la machine à voter, exige le nettoyage du fichier électoral
Je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à ces deux revendications majeures de l'opposition. Alors, pour ce qui est du rejet de la machine à voter, en 2016, une frange de l'opposition a participé au dialogue de l'OUA et je sais que le président de la CENI a eu à exposer sur les différents challenges, les différentes difficultés auxquelles était butée la CENI. Et donc, à mon avis, à mon sens, ce que je regrette en fait, c'est que l'opposition n'ait pas posé ces préalables-là là-bas. Il fallait le faire là-bas. Il fallait exprimer effectivement le doute ou dire que voilà, il y a un manque de fiabilité au niveau des machines qui vont être utilisées pour le prochain processus électoral. Mais le problème, c'est que maintenant, dans les deux dialogues, je mois, m'excuse, je vous relance, dans les deux dialogues, on n'a jamais parlé de machines à voter, et même dans les calendriers électoraux, cette machine-là ne se trouve pas. Mais c'est tout là. C'est tombé comme du cheveu dans la soupe. Oui, mais c'est-à-dire que c'est pour ça que moi j'aimerais bien que la classe politique fasse la politique autrement, en anticipant et n'est pas chaque fois en train de subir. Là, on sait, chaque 5 ans, en principe, si la Constitution est respectée, on sait qu'on va aller dans un cycle électoral et qu'il y aura des problèmes. Alors, lorsqu'on va dans un processus comme celui-là, on pose ces préalables-là. Ce n'est pas à 4 mois du scrutin, maintenant on dit on n'a pas confiance en ces machines-là. Mais cette revendication ne date pas maintenant, vous n'avez pas d'aujourd'hui. confiance en ces machines. Si on rejette ces machines, qu'est-ce qu'on fait? On revient au manuel, n'est-ce pas? On va avec le papier, le bic. Est-ce que ça va prendre combien de temps? Est-ce que l'opposition, elle maîtrise? Est-ce qu'elle a tous les paramètres pour maîtriser et savoir exactement si nous refusons ces machines-là, il nous faut 5 ans pour en acheter d'autres ou en commander d'autres. Fatalement, il faut être conséquent. Donc, il y aura une incidence sur le calendrier électoral. Mais contrairement à ce que vous dites, moi, j'ai suivi l'ancien président de la CENI, Ngoï Mulunda, qui a expliqué que l'on peut aujourd'hui abandonner l'option de la machine à voter et revenir sur le bulletin papier et faire les élections dans les délais. Parce que dans les calendriers électoraux, c'est prévu qu'on imprime les machines. Mais c'est tout ce qu'on souhaite, mais simplement, il faut que l'opposition soit conséquente. Il ne faut pas balancer des histoires comme ça et ne pas maîtriser ce qui va arriver par la suite. Et sur le fichier électoral maintenant? Sur le fichier électoral, même chose. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est les mêmes jérémiades. Donc, nous devons trouver un moyen pour que dans le prochain cycle électoral, ce problème-là soit éradiqué. Nous pouvons imaginer avoir un fichier central, n'est-ce pas, dirigé ou géré au niveau du ministère de l'Intérieur, donc le serveur. Un serveur qui soit connecté au niveau de la DGM, au niveau de la CENI et au niveau de l'état civil. En fait, il faudrait numériser l'administration. Ça, je pense, à mon avis, c'est une façon de résoudre le problème d'une manière pérenne. C'est-à-dire, nous avons, par exemple, au niveau des hôpitaux, quand un enfant naît, on sait que, voilà, on enregistre la naissance d'un enfant. Quand il y a un décès, on déclare le décès et toutes ces données-là sont automatiquement intégrées au niveau du serveur. Même chose au niveau de la DGM. La DGM a le tableau de bord. Il y a des entrées et des sorties au niveau du territoire de la République. Là encore, quand quelqu'un sort du territoire, par exemple pour 3 ans ou 5 ans ou que sais-je, eh bien, il est éjecté automatiquement du système. Lorsqu'une personne réintègre le territoire, cette personne est automatiquement intégrée dans le système. Et là, maintenant, la CENI, elle dispose d'un fichier électoral sincère, qui n'est pas corrompu, et déjà, ça jette au moins des prémices correctes pour le début du processus. Mais ce n'est pas la faute à l'opposition, Cynthia Koutoura. C'est la faute aux gestionnaires de l'État depuis 20 ans qui n'ont jamais pensé à mettre de l'ordre dans les de l'État civil. Quand on a des discussions, comme ça a été le cas au niveau du dialogue, c'est pour ça que les opposants sont partis là-bas. Il y avait des problèmes, il y avait des problématiques qu'on devait régler. C'est là-bas qu'on pose ces problèmes-là. On ne va pas s'enregistrer, payer des cautions, enregistrer des candidatures quand on estime que le processus a été biaisé. C'est là où est mon problème. Donc il faut anticiper, il faut être sérieux, il faut être conséquent. Si on s'engage dans un processus, ça suppose qu'on a confiance, ça suppose qu'on sait que le fichier est propre, ça suppose que les machines sont fiables. Mais ça n'empêche pas qu'on ait à déposer des candidatures, ça n'empêche pas que vous vous battiez à l'intérieur du processus pour faire en sorte que cette transparence-là, cette crédibilité-là soit au rendez-vous. Mais non, parce que c'est comme quelqu'un qui veut voyager, il sait pertinemment que l'avion est défectueux ou l'avion ne va pas décoller, mais il va quand même s'enregistrer au check-in. Est-ce que ça a du sens? Et vous pouvez aussi, par exemple, si vous vous mariez avec un mari ivrogne,
et les changer. Non, mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Bon, Cynthia, on avance. Les affaires de l'État, il faut être exigeant, rigoureux, et il faut pas donner l'impression que c'est de l'impréparation, que on avance on n'a pas un capitaine, je veux vous dire, un capitaine dans un bateau, n'est-ce pas? Il a le gouvernail, n'est-ce pas? C'est lui qui dirige le bateau. Un capitaine, il doit avoir la carte de navigation. Un capitaine, il a la boussole et il a la météo. Donc on navigue pas à vue, on va là-bas et puis on dit. Mais le problème de l'opposition, comment ça va se passer? C'est l'impression que ça donne. L'opposition n'a pas une autorité morale. C'est pas ça. Voilà, qui peut s'imposer sur tout le monde, comme Kabila peut s'imposer par exemple. Non, c'est pas ça. Au sein ils n'ont pas une autorité morale, mais ils peuvent avoir une synergie, il peut avoir une synergie d'action, une synergie de pensée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a il y a un amateurisme là-bas. Voilà, une des clés d'une éventuelle victoire de l'opposition, c'est la candidature commune de l'opposition. Oui, absolument. Malheureusement, en tout cas, beaucoup ont déposé les candidatures. Ils se disent non, bon. On ne sait jamais, on peut invalider certains, on ne peut pas prendre le risque de choisir par exemple Cynthia comme candidate commune de l'opposition, et si on l'invalidait, donc nous n'aurons pas de candidat. C'est pourquoi tout le monde a déposé. On attendra. Bon, que faire maintenant pour avoir ces candidats-là? Il y a des programmes qui sont déjà annoncés. Oui, donc bon, nous avons en face déjà un dauphin qui a été désigné. Du camp de la majorité, et comme quand on discutait tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai lu un petit peu les commentaires sur Facebook qui fusent un petit peu de partout. Alors, il faut savoir que, quel que soit le profil du dauphin, le dauphin est dans le ventre d'une baleine. C'est-à-dire, en fait, qu'il ne faut pas voir l'arbre, mais il faut voir la forêt qui se cache derrière. Ça veut dire, en fait, que le dauphin va être coaché. Il a un donc mentor. Donc c'est un peu la partie visible. Absolument, il a un mentor. Mais il ne faut pas sous-estimer. C'est une erreur de le faire. Parce que moi, je lis les commentaires et je vois que les gens sont à côté. Il faut faire très attention. Il y a un mentor qui est derrière, qui est puissant, qui est encore là. L'État congolais dans son ensemble. Qui va être, le dauphin sera rodé et il aura le moyen de battre campagne. En face, maintenant, on a 25 candidatures. Donc, comme le scrutin n'est pas revenu... Ce ne sont pas que des opposants. Bien sûr que non. Mais il y a aussi des proches de la majorité comme Kinké Moulumba. Je préfère ne pas faire de commentaires sur voilà, on avance. Disons que le scrutin est toujours à un tour et qu'il faut maximiser les chances. Si du moins l'opposition veut gagner et offrir en tout cas la chance à ce peuple de voir enfin une alternance au sommet de l'État, sans coup d'État, sans rébellion, etc., il faut désigner un candidat commun, avec un programme commun. Pour ce qui est des programmes, c'est ce que je vois, je vois des chiffres qui fusent un peu partout, c'est pas ça à mon avis. Il faut épingler les gros problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas une mobilisation maximale des recettes? Il y a un problème de corruption, il y a un problème de fraude électorale et il y a un problème d'évasion fiscale. Il faut maintenant chiffrer ces pertes-là. Il y a des rapports. Nous avons un conseiller au niveau de la présidence qui est chargé de la corruption. Donc il est supposé maîtriser ces questions-là. Et il y a des rapports qui sont publiés assez régulièrement. Donc il faut avoir accès à ces rapports-là. Il faut travailler avec la société civile, qui elle aussi a une expertise et elle a des chiffres. Donc les chiffres qu'on voit, on a l'impression on ne sait pas d'où ça vient. Et là où je tire l'attention sur la presse ne fait pas bien son travail. Quand un candidat qui prétend postuler pour être président de la République quand même, il faut aller l'enquiquiner, il faut lui demander où est-ce qu'il va trouver cet argent-là. Comment est-ce qu'il compte faire? Comment est-ce qu'il compte réussir là où le pouvoir, pendant 15 ans ou 16 ans, n'a pas réussi? La presse le fera pendant les démarrages de la campagne électorale. Oui, mais quand on lâche comme ça, oui, 5 milliards ou 14 milliards ou 50 milliards, on doit te poser la question, mais comment vous faites? Sinon, c'est de la démagogie. On a vu aussi Chadari, par exemple, annoncer qu'ils allaient... La presse doit demander. Ils allaient par exemple restaurer la paix, ils allaient s'occuper du social. Il a dit ça comme ça, sans annoncer des chiffres aussi. Non, il faut un travail de la presse. La presse doit être truc. Donc on termine, il faut absolument un programme cohérent, un programme sincère, pas de populisme ni de démagogie. Voilà, donc il faut aller travailler avec la société civile, avoir accès à ces chiffres, vous chiffrez les pertes. Là, on a une idée de ce qu'on peut gagner. Donc il faut trouver une politique pour boucher les ports par lesquels s'évade l'argent du trésor public. Et là, maintenant, on peut proposer un chiffre réaliste et sincère. Ok, nous parlions des candidats communs sur plusieurs candidats de l'opposition. Oui. Il y a aussi quelqu'un qui est très bien positionné, c'est le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo,
qui, selon en tout cas les révélations faites par le parti politique MLC, il y a des machinations qui se font pour que Bemba subisse le sort de Katumbi, c'est-à-dire qu'on utilise les institutions de l'État pour les disqualifier, pour les mettre hors jeu. Il y a Mme Ebazaï Assoudi qui a présidé au courant de cette semaine à l'interfédéral du MLC à Kassaboubou une matinée politique où elle a expliqué aux militantes et militants du parti de la fourmi qui a ces manœuvres-là et qu'ils soient en tout cas rassurés parce que subornation des témoins n'est pas égal à la corruption. Et c'est la corruption qui est prévue dans l'article 10 de la loi électorale, suivant en image en tout cas cette matinée politique du MLC. On revient sur ce plateau avec Cynthia Koudoura pour en tout cas pouvoir commenter. La candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo à la présidentielle du 23 décembre prochain ne peut être sujet à discussion. Le président national du MLC est bel et bien candidat au prochain scrutin et c'est là, malgré toutes les tentatives de rejet de son dossier par la majorité au pouvoir à travers la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'essentiel de la matinée politique tenue ce jeudi 16 août 2018 par le MLC à son siège provincial dans la commune de Kassavo. Il y a des complots qui se font pour instrumentaliser la CENI, soit l'instance de la Cour constitutionnelle, pour invalider la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba en la frappant d'irrecevabilité. Par rapport à des analogies des termes juridiques, c'est pourquoi je voudrais clarifier les choses pour dire que la corruption et la subornation des témoins ne peuvent faire l'objet d'aucune analogie. Chaque concept a sa définition. Chaque infraction a sa disposition, tant au niveau du droit international, donc le statut de Rome de la Cour pénale internationale, que le code pénal. À titre d'exemple, la subornation, on la retrouve comme infraction à l'article 70.1c du statut de Rome de la Cour pénale internationale et à l'article 129 du code pénal congolais. Par contre, la corruption, on la retrouve comme infraction à l'article 70.1f du statut de Rome de la Cour pénale internationale et à l'article 147 du code pénal congolais. Et dans tout état des choses, dans l'article 10 de la loi électorale, pour rejeter les candidatures frappées des gens d'inéligibilité, au point 3, nulle part n'est mentionné la subornation des témoins. Et M. Bemba, en termes de procédure, a été condamné en première instance, au premier degré de subornation des témoins. Et cette décision n'est même pas coulée sous la forme de la chose jugée. Donc elle n'est pas une décision irrévocable. Et à plus forte raison, ce n'est même pas la corruption, c'est la subornation qu'on ne retrouve pas dans la loi électorale. Oui, Cynthia, nous parlions de la candidature de Jean-Pierre Bemba qui est menacée. Une question, comment se fait-il que celui qui a été mis en cause par la Cour pénale internationale pour subornation des témoins soit aujourd'hui menacé d'invalidation de sa candidature pour corruption et pourtant il n'a jamais été condamné ou il n'a jamais été mis en cause pour corruption par la Cour pénale internationale. Merci, Jean Romance. Oui, absolument. Avant de répondre à cette question, nous terminons sur le problème de la candidature parce que c'est très important de l'opposition, sur les critères qui doivent prévaloir sur le mode, pas sur le mode, mais sur la désignation du candidat. Très rapidement. Je pense, à mon avis, il faut un candidat qui a l'ancrage, n'est-ce pas, qui a l'ancrage au niveau de la population, parce qu'il nous faut un candidat qui ramène la victoire. Il faut un programme, comme je l'ai expliqué, un programme chiffré, certes, mais réaliste, qui travaille, qui a des données, voilà. Un programme lourd et cohérent et voilà. Ensuite, il faut des moyens. Je remonte quand même une campagne présidentielle. Il faut des avions pour circuler dans toute la République. C'est pas moins de 10 millions de dollars. Donc nous devons choisir dans cette opposition quelqu'un qui fera face. Je vous ai dit, de l'autre côté, nous avons un dauphin à qui on va donner des moyens. Tout à fait, les moyens de l'État. Absolument. Il faut aussi, de l'autre côté,
que le candidat ait les moyens de se déployer comme ça à travers la République. Et puis, il faut quelqu'un de sérieux, de crédible quand même, parce que le prochain, s'il est élu, il sera quand même le dépositaire de la Constitution. Dans la gestion il sera le de l'État, dépositaire de la Constitution, absolue. Gestion, oui, non, c'est discutable. C'est discutable. Mais quelqu'un de sérieux, de crédible, et puis quelqu'un qui a une bonne image de marque. Ça, il faut quand même le dire. Tout à fait. Bon, revenons maintenant à ces débats sur la candidature de Jean-Pierre Bemba. Voilà. Donc, le MLC vent debout. Oui, bon, comme vous avez reçu M. Koudoura la semaine passée, et comme il avait très bien expliqué, pour ce qui est reproché au sénateur, enfin M. Jean-Pierre Bemba, la subornation des témoins, ce n'est pas de la corruption. En tout cas, lorsque vous lisez dans le droit pénal congolais, ce n'est pas du tout, ce sont deux infractions différentes, et la subornation n'intervient pas, ne révèle pas de la corruption dans le droit pénal congolais. Si vous lisez l'article 129 au niveau du Code, on vous dit clairement qu'en fait là, il relève plutôt des faux témoignages et faux serments. Voilà. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Ça a été dit clairement la semaine passée. Moi, je suis juriste, je confirme exactement ce qui a été dit. Donc, on est à côté. Ceci dit, ça constitue toujours un fait infractionnel. Mais ça ne relève pas de la corruption. Mais on note quand même dans ces processus électoraux de manœuvres de ceux qui sont au pouvoir, on a comme l'impression qu'on voudrait avoir des adversaires politiques qui ont le main et pied ligotés, face à qui on va se battre. Parce qu'on note par exemple une certaine instrumentalisation des institutions pour mettre hors course. On a vu Mouyambo, Diomi, même Jiroko Moulumba, pour avoir échangé un simple message WhatsApp. Il se retrouve aujourd'hui en prison. Moi, je suis juriste et donc je suis pour le respect des textes. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que la Constitution doit être respectée de son premier à son dernier article. Lorsque ça devient sélectif, là, ça ne va pas. Pour le cas j'ai lu ou j'ai entendu comme vous on avait décidé qu'on allait invalider, n'est-ce pas, les candidats président de la République qui auraient une double nationalité. Moi, comme je suis pour le respect des textes, pas seulement candidat président, même député aussi. Oui, mais justement, donc alors il faut le faire à tous les niveaux. Il ne faut pas simplement donner justement, ça donne l'impression qu'il c'est un acharnement ou que la loi est sélective ou non, il faut le faire partout pour les candidats, au niveau des institutions, les mandataires, et il faut le faire à tous les niveaux. Là, on sera d'accord. Mais et puis bon, on pourra les nuancer avec la question de dans la Constitution, il y a le problème de la double nationalité et puis il y a le problème de Congolais d'origine. La Constitution estime que puis il y a certains postes sensibles comme président de la République. Là, on demande à ce que le candidat soit un Congolais d'origine. Ça, c'est ce que la loi dit. Donc, si on applique ça, il faut alors appliquer la Constitution dans son Il y a aussi Moïse Katumbi qui a été empêché de rentrer au pays pour postuler. Et aussi, maintenant, il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui. Et pourtant, selon ses proches, Moïse voulait rentrer. Ça allait être en tout cas une bonne occasion pour que la justice se saisisse de lui. Et maintenant, on ne l'a pas permis de rentrer pour qu'il soit arrêté. Maintenant, on lance un mandat d'arrêt international. Quel sens vous donnez à cette initiative, à cette action menée par la justice? Oui, c'est-à-dire, le mandat d'arrêt international qui a été lancé en la personne de M. Katumbi visait vraisemblablement le problème de spoliation, d'après ce que j'ai pu comprendre, immobilière, et puis le problème... Atteinte à la sûreté de l'État aussi avec l'affaire des mercenaires. Exactement, l'affaire des mercenaires, etc. Donc, on peut dire en fait qu'il est sous le contrôle de la justice encore. Normalement, il doit être ici au pays. Ça, c'est d'un point de vue du droit. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que cette affaire il y a déjà eu un jugement en première instance. Et le jugement qui a été rendu en première instance, il a été frappé d'un appel. Voilà. Oui, d'un appel, absolument. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas, normalement, ça c'est l'article 94, 94 donc de la procédure pénale, du code de procédure pénale. Lorsque un jugement n'est pas définitif, si vous voulez, ou est encore susceptible de recours, on ne peut pas exécuter un mandat d'arrêt international. Il faut attendre qu'il revêtisse la force d'autorité jugée, comme on dit. À ce moment-là, on peut maintenant émettre. Mais l'affaire est encore pendante. Donc, on ne peut pas commencer là, à ce stade-ci, d'émettre un mandat quand même, il y a un problème international. dans notre justice. Quand vous avez fait des propositions, par exemple, sur les fichiers,
de l'état civil, il faudrait aussi une fois... Ce qui est vrai, c'est-à-dire lorsqu'une affaire est pendante, c'est-à-dire lorsqu'une affaire est pendante, on est sous le contrôle de la justice. Ça, il faut le relever. Et en principe, ça demande à ce que il doit être ici. Maintenant, l'autre problème, c'est que lorsque vous le qualifiez de fugitif, mais on ferme les frontières, il y a un problème là. Vous ne pouvez pas dire que on veut une chose de son contraire. Exactement. Donc voilà, il faudra savoir qu'on Cynthia, on évolue. Voilà. Nous allons maintenant prendre le point de presse du Fonds commun pour le Congo, animé par le directeur des cabinets de l'État, Maître Némi Mouilania. Et au cours de ce point de presse, un hommage a été rendu au président Kabila pour avoir respecté la Constitution et surtout pour avoir désigné un candidat de sa mouvance présidentielle à la prochaine élection présidentielle. Suivant. Le comité stratégique lui rend hommage pour ce qu'il a fait dans ce pays, notamment sur le plan politique. L'installation de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Je pense également que ce qui a été attendu et qui du reste il a promis, c'était le respect des règles de jeu en ce qui concerne particulièrement le nombre de mandats présidentiels. Et sur ce point, la parole du président de la République n'a pas varié d'un iota depuis plusieurs années. Les candidats du Front, aujourd'hui M. Emmanuel Ramazani Shadari, bénéficiera des soutiens de tous les regroupements membres du Front commun. Nous lui adressons nos vives, chaleureuses félicitations et nous sommes là, au comité stratégique du Front, pour vous assurer que ce candidat va bénéficier de l'appui et du soutien de tous les membres du Front. Oui, selon vous, Cynthia, en respectant la Constitution, en ne briguant pas un troisième mandat inconstitutionnel, le chef de l'État a droit à être proclamé héros national, père de la démocratie, comme nous l'entendons, ou c'est pas... Vous dites quoi à ce sujet? Je dis qu'il faut quand même garder la mesure. Il faut quand même garder la mesure, placer les mots à leur place. Le président de la République est le garant de la Constitution, c'est le dépositaire de la Constitution. Lorsqu'il est monté au pouvoir, il a juré de respecter cette Constitution. Donc c'était son devoir de respecter. Donc il n'y a pas d'héroïsme là-bas, non. Il était là. En fait, les présidents de la République sont des locataires. N'est-ce pas? Nous sommes des locataires. Vous avez un bail de 5 ans, une fois renouvelable. À la fin du bail, vous devez partir. C'est comme ça. Donc il ne faut pas y voir là un acte de bravoure ou je ne sais pas. Il a juré de respecter la Constitution. Et encore que, normalement, en principe, c'est en 2016 qu'on devait normalement avoir la passation de pouvoir à la tête de l'État. Bon, qu'à cela tienne, l'essentiel, c'est quand même qu'on avance et qu'il y ait une véritable alternance. Maintenant, l'alternance, c'est pas forcément du côté de l'opposition. Voilà, donc c'est au peuple de décider s'il reconduit le régime ou pas. C'est le peuple qui décide. Mais du moins, qu'on ait la chance, en tout cas, de voir un autre président de la République être élu. Tout à fait, mais il y a quand même un problème qui se pose, c'est l'égalité des chances des candidats à l'élection présidentielle n'est pas assurée. On voit par exemple les dauphins ou les candidats du FCC avoir droit à des rencontres avec des chefs d'État étrangers, à figurer même dans une délégation officielle pour le dernier sommet de la SDC. Ça inspire quel commentaire de votre part? Bon, moi ce que je dis, c'est que déjà la désignation du dauphin, ce n'était pas constitutionnel. La Constitution ne parle pas de dauphin nulle part dans la Constitution. C'est l'opinion qu'il appelle dauphin, mais oui, non, lui, il est candidat. Pour dire qu'il n'y a pas de texte qui organise qu'il faille désigner un dauphin. La Constitution dit à la fin du mandat, le président, il part, c'est tout. Maintenant, là, effectivement, c'était le sommet des chefs d'État. Il n'est pas, les choses sont bien organisées, n'est-ce pas? Mais en coulisses, ça n'a pas d'incidence
Moi, je ne vois pas un problème. Surtout que l'opposition pouvait, je pense que ça se fait, même en tant qu'observateur, elle pouvait y être. C'est ça le problème, c'est que là-bas, on travaille, et de l'autre côté, je ne sais pas exactement ce qu'on fait, on est distrait, il faut être concentré. Rien n'empêchait non plus à l'opposition, à mon sens, hein, ça n'engage que moi ce que je dis, ne fait-ce qu'y aller même en tant qu'observateur. Mais les autres, ils vont avec le moyen de l'État. Oui, bien évidemment, là, il y a cette sensibilité-là, je comprends ce que vous voulez dire, mais il faut que l'opposition aussi, à un moment donné, s'organise, se concentre, et pendant que, je vous ai dit, de l'autre côté, ils vont foncer. Donc il faut que là-bas aussi, de l'autre côté, du côté de l'opposition, qu'on sente qu'il y a un travail, que les gens sont concentrés, qu'on anticipe, parce qu'il n'y a pas de texte, en fait, qui régisse, pardon, oui, quelle est la procédure, où est-ce qu'il peut être, où est-ce qu'il ne peut pas, il n'y a pas de texte. Ok, dernière préoccupation, pour qu'on puisse en tout cas clôturer ce sujet, c'est Bitakwira, le ministre du Développement Rural, qui dit que Chadar n'aura même pas besoin de battre campagne et que leur famille politique, en tout cas, en est encore pour 80 ans ou même un siècle à la tête de ces pays. Mais ça n'engage que lui. Bon, ça n'engage que lui. Moi, je ne vais pas là commenter ce que M. Bitakwira peut dire. Ça n'engage que lui. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est le peuple qui décide. Une fois que les élections s'organisent et avec tous les préalables remplis, c'est le peuple de décider si oui ou non ils seront là pour 80 ans ou plus. Ok, le peuple décide à condition qu'on ait affaire aussi à des élections crédibles, transparentes, voilà. Tout ça, qu'il n'y ait pas de bourrage ou de fraude. On va rapidement finir en tout cas cette émission en prenant l'image de la semaine. Il s'agit des difficultés en tout cas que nous avons dans notre pays de gérer les déchets plastiques. Suivons. Une rivière ou un dépotoir, la question reste posée. Jadis appelé Kinshasa Label, à ces jours qu'il la poubelle, et pour se rendre véritablement compte de cette réalité, il suffit de parcourir les différentes rivières de la capitale RD congolaise. Ici, la situation est très alarmante. Les rivières, notamment de la Funa et celle de Kalamou, se sont transformées en dépotoirs, envahies par de bouteilles en plastique, le sachet et autres ordures, empêchant ainsi le bon écoulement d'eau, point de constituer un pont permettant de traverser la rivière à pied. À la surface des rivières Funa, Ndjili, Kalamou et autres drainent un grand nombre des ordures. Ces déchets sont remarquables surtout lorsqu'ils croisent d'autres ruisseaux. En croire donc Alain Botoko, coordonnateur de l'ONG environnementale Saints sans frontières, cette pollution des rivières est un danger permanent à l'origine du manque de certains aliments. Car, dit-il, une rivière polluée empêche considérablement, notamment la multiplication des poissons, d'où cette interpellation à l'État congolais de mettre en place une politique efficace d'assainissement de l'environnement, mais aussi de penser à la sensibilisation de la population riveraine. Les habitants du coin crient à l'absence totale de services spécialisés d'hygiène. Ainsi invite-t-il l'État à prendre ses responsabilités en main. Oui, Cynthia, pratiquement 60 secondes. Votre petit commentaire sur cette question des déchets en plastique. On a décrété la fin de l'utilisation des emballages en plastique, mais ça pose problème. On n'a pas d'industrie. Oui, mais oui, voilà, c'est ça. Vous avez touché le point. C'est-à-dire, d'abord, il y a un problème de manière générale de management de la ville de Kinshasa. Il y a une véritable incapacité managériale. Il y a aussi des conflits entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts là-bas. Parfois, ce qui explique que les choses ne sont pas faites comme elles devraient l'être. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Au niveau des déchets, par exemple, on peut déjà ne fût-ce qu'organiser au niveau des ménages le triage des déchets, parce qu'en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Au niveau des ménages, vous avez des différents sacs. Il y a les sacs verts, bleus et l'autre couleur, je ne sais plus, mais en tout cas, vous mettez les verres, les cartons, les plastiques, vous les séparez. Ensuite, le service, les éboueurs arrivent, ils prennent et ils vont au niveau de la décharge. Là, maintenant, quand il y a au niveau des décharges, il faut des usines de recyclage. Et on doit recycler. Essayer de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour transformer ces plastiques-là en matière nouvelle. Par exemple, on peut transformer le plastique en électricité. Mais ça se fait, en fait, si vous voyez, le problème de Kinshasa, ce n'est pas seulement Kinshasa. Au niveau des îles, c'est le même problème. Vous verrez qu'il y a beaucoup l'océan déverse même sur les plages des plastiques, des bouteilles en plastique. Enfin, c'est terrible. Alors, il y a des chercheurs qui vont là-bas, qui essaient de trouver des solutions à ce problème-là.
Et il y a des avancées dans le sens où on peut transformer ces plastiques-là en énergie. Donc il y a des systèmes d'hydrolyse où on peut chauffer ces plastiques-là à haute température et vous avez de la vapeur qui peuvent même faire tourner des turbines. Et produire de l'électricité. Cynthia, il y a moyen de changer le visage de cette ville. On pourra approfondir cette question on aura l'occasion de le faire dans un programme bien spécialisé. Nous allons finir en tout cas en parlant de la rentrée scolaire qui risque en tout cas de poser problème à l'école internationale SAFAC parce que cette école vient en tout cas de changer de main et une structure privée qui est maintenant gérée par un organisme gouvernemental turc, Marif. Et ça fait en tout cas polémique. Et suivant cette cérémonie de session de cette école qui passe demain de l'ONG des droits congolais AUBE et l'ONG des droits turcs Marif suivant. Elle ne s'appellera plus École internationale Shafak, mais plutôt École internationale Marif, sur des demandes du Premier ministre Bruno Tshibala. La cérémonie officielle de la reprise de la gestion de l'école par la Fondation Marif a eu lieu ce jeudi dans la matinée en présence du vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Cheokitundu, du ministre de l'EPSP Gaston Mousseme Nabongala, du chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie en RDC et du représentant de la Fondation Marif au Congo démocratique. Pour le patron de la diplomatie congolaise, le transfert de la gestion de l'école Shafak à la Fondation Marif traduit la volonté manifestée de la RDC et de la Turquie au sommet de l'État de resserrer le lien d'amitié et de coopération. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a appelé les nouveaux gestionnaires à poursuivre la formation des enfants inscrits au sein de l'établissement tout en rassurant les parents d'élèves. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie en RDC a salué l'implication des autorités congolaises dans l'aboutissement de ce partenariat. Il a rassuré les parents d'élèves que leurs enfants seront entre des bonnes mains. De son côté, le représentant de la Fondation Marif a annoncé l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'école. Et nous rassurons que nous allons continuer avec le même personnel et dans des meilleures conditions. Des propos rassurants accueillis chaleureusement par le personnel, le représentant des enseignants s'est dit prêt à continuer les travaux d'encadrement des élèves. Le personnel de Shafak, tout le monde soudé, nous sommes prêts à travailler et à continuer notre travail d'éducateur au sein de l'école. La passation du flambeau entre le nouveau et l'ancien gestionnaire de l'école Shafak rebaptisée Marif intervient à 2 semaines de la reprise de cours. Reste à traduire tous les engagements pris en acte pour le bien des enfants congolais. Et le ministre de l'EPSP y tient. Oui, Cynthia, en tout cas, en 60 secondes, un petit commentaire sur cette école-là qui change de main et à quelques pratiquement semaines de la rentrée scolaire. Voilà, donc bon, je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants de cette affaire, mais ce que je peux regretter, effectivement, c'est que dans un domaine de l'État où il y a l'Athénée, où il y a un établissement scolaire pour les enfants, qu'on puisse comme ça brader, vendre, exproprier pour des conflits d'intérêts. Moi c'est exécrable. Ok, merci beaucoup Cynthia. 30 secondes pour un petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion, c'est-à-dire que nous entrons maintenant dans une phase cruciale de notre pays. Nous nous sommes longtemps battus pour cette alternance et il ne faudrait pas qu'on la loupe. Donc ici, c'est un appel à la classe politique et plus précisément à l'opposition. Il faut désigner et sans tarder maintenant le candidat qui va porter l'étendard de l'opposition avec un projet commun, comme je l'ai dit. Il y a des difficultés effectivement, mais je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes au niveau il y a une culture de la fraude, mais nous pouvons l'éviter. Nous pouvons, comme j'ai dit, il faut numériser l'administration. On aurait pu demander la certification des résultats, même au niveau d'une organisation sous-régionale ou une organisation internationale ou même supranationale. On aurait pu le faire. Il faut déployer les témoins à travers, il faut que l'opposition travaille pour déployer les témoins à travers la République parce que les PV seront pour l'opposition du moins les moyens sur lesquels ils pourront former leurs prétentions s'ils vont par exemple lors des les différents contentieux électoraux. Vous voyez? Et enfin, il faut trouver une solution pour les machines. Si le monsieur Nanga dit que on peut soit utiliser ces machines-là ou d'autres machines sans qu'on ait trop à bouger le calendrier, pourquoi pas? Mais il faut une véritable concentration
et un véritable travail de fond qui doit être fait au niveau de l'opposition. Et le dernier mot, c'est juste un petit bémol et mon coup de gueule pour les candidatures un peu farfelues que je vois. On a l'impression que la politique maintenant c'est un ramassis de tout et n'importe quoi. Non. Il faut quand même se rendre compte que lorsqu'on élit un représentant du peuple, comme ça, on élit quand même quelqu'un qui va représenter les institutions et surtout qui va vous représenter vous. Donc si vous placez des médiocres à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale, eh ben, c'est un peu le reflet de ce qu'est la population parce que c'est nous qui les plaçons là-bas. Donc ce n'est pas parce qu'on remplit un stade que forcément on sera un bon député ou un bon sénateur, je ne sais rien. Merci beaucoup. Donc soyons sérieux et travaillons pour que le peuple gagne cette fois-ci. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est par cet appel à l'excellence. Voilà, c'est un appel à l'excellence, tout à fait. Contre la médiocrité. Il faut travailler. Exactement. Cette émission. Et merci. Une fois de plus, en tout cas, c'est montré comme étant une femme leader, comme une femme de caractère, au même titre que sa maman. Pascaline Koutoura, comme Maman Bazaïba, comme le papa que je salue en passant. Espérons que les autres femmes aussi, en tout cas, suivront votre exemple et surtout la jeunesse féminine. Vous n'êtes pas faite seulement pour être femme de ménage. Vous êtes faite aussi pour devenir chef de l'État, Premier ministre, mais pas parce que vous avez eu des points sexuellement transmissibles ou une promotion canapé, mais parce que vous l'avez mérité. Absolument. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, je remercie pour l'invitation. Merci de nous avoir suivis. Merci à Bruno Zinga, à Msimbia Mavinga, à Papi Bokamba, à Richie Matomina, qui nous ont en tout cas aidés sur le plan technique pour que nous puissions arriver chez vous. Rendez-vous est pris avec Cynthia pour une autre occasion. Absolument. Pour vous, ceux qui nous ont suivis, en tout cas dimanche prochain, si Dieu le veut. Bye.